une question intéressante qu'on peut se poser sur la base des développements actuels de l'informatique, c'est de savoir si la vie au-delà de la pensée humaine est une vie qui évolue ou si c'est une vie qui est construite. Moins chanceux jusqu'ici que les Uraniens, des hommes écoutent nuit et jour les signaux sonores venus de l'espace, afin de mieux connaître cet univers dans lequel nous baignons, mais peut-être aussi dans l'espoir secret d'y découvrir autre chose, et pourquoi pas la manifestation d'une vie extraterrestre. Monsieur Lem, vous avez écrit un livre traduit dans plusieurs langues et en particulier en russe, dans lequel vous parlez des civilisations extraterrestres. Vous croyez donc à l'existence de la vie en dehors de la Terre? Vous savez, monsieur, je pense que c'est mon devoir de croire, parce que s'il n'y avait pas de la vie intelligente dans l'univers, alors pour moi, ce serait une chose, comment dire, terrible, abominable. Dans ces cas, nous devions penser que l'humanité est une sorte d'accident de parcours de la matière cosmique, une chose tout à fait anormale, n'est-ce pas? Alors, ce sont mes prémices, si je peux dire comme ça. François Biraud, vous êtes chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique et actuellement en mission à l'Observatoire de Nancy. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie extraterrestre? Oui, je suis persuadé qu'il y a une vie extraterrestre. Il y a certainement dans notre galaxie et dans les autres galaxies une très très grande quantité d'étoiles qui sont entourées de planètes, et sur certaines de ces planètes, il y a certainement de la vie qui s'est développée et très probablement de la vie intelligente. Quelles sont les planètes que vous écoutez? Ce ne sont pas des planètes. Nous pouvons observer des planètes, mais ça ne représente qu'une faible partie de notre activité. Nous observons soit le Soleil, dont on mesure quotidiennement, depuis plus de 15 ans à Nancy, l'activité, les différents sursauts d'ondes radio qu'on observe à la surface du Soleil. Et avec le grand radiotélescope, nous étudions des astres qui sont beaucoup plus éloignés que les planètes, qui sont soit dans notre galaxie, soit même en dehors de notre galaxie, qui peuvent être d'autres galaxies. Et par exemple des quasars, situés extrêmement loin, ou des pulsars, ou encore des objets dont nous ne connaissons pas en fait la vraie nature. L'imaginaire et la science se rejoignent pour croire à la présence de la vie sur d'autres planètes que la Terre. Mais quelle vie? Et d'où vient-elle? Le Soleil est une étoile banale, située à 40 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Il s'est formé comme une étoile banale, il y a 5 milliards d'années. Son berceau, une nébuleuse, nuage gazeux tourbillonnant, chargé de poussière. La matière interstellaire, froide, se condense puis s'effondre, libérant une énergie gravitationnelle. Il se produit alors un échauffement, et en 100 000 ans, la température peut atteindre au centre 20 millions de degrés. Il en résulte des réactions nucléaires, 4 atomes d'hydrogène se combinant pour former un atome d'hélium, en libérant une formidable énergie rayonnée par l'étoile. Cela se passe au centre. À la périphérie, il y a encore une grande masse de matière interstellaire qui se met à tourner en s'aplatissant. Il se produit un nuage. Les poussières se concentrent alors en planètes. La Terre est née il y a 4 milliards et demi d'années, et les premières traces de vie remontent à 3 milliards et demi d'années. Dans notre galaxie, on compte des milliards de soleils, et il y a plus de galaxies dans l'espace que d'étoiles dans notre galaxie. Les savants de la Terre ont commencé à croire à la présence de la vie en dehors de notre planète, grâce aux travaux d'un membre de l'Académie des sciences d'Union soviétique, le professeur Alexandre Oparin. Ровно 50 лет тому назад, в 1922 году.
Il y a une cinquantaine d'années, en 1922, j'ai présenté à l'université de Moscou un rapport sur la naissance de la vie. J'ai affirmé que la vie n'est pas apparue sur Terre par un pur effet du hasard, comme on avait alors tendance à le penser, mais au contraire, selon une loi naturelle qui s'inscrit dans le processus du développement général de notre planète. Parmi les grandes lignes de ce développement, je tentais alors d'indiquer celles qui seraient accessibles à une étude scientifique objective et qui jadis donnèrent naissance aux premiers organismes, véritables ancêtres de tout ce qui vit aujourd'hui sur Terre. Nous vivons dans un monde en constante évolution. Le processus de développement provoque la création de formes nouvelles, de plus en plus complexes et diversifiées, mais dont l'existence est bien réelle. Il existe plusieurs formes dont nous ne savons rien, et souvent, on ne soupçonne même pas leur existence. La vie terrestre n'est qu'un exemple de ces formes. Elle possède ses qualités spécifiques et ses propres voies de développement reposant sur la chimie du carbone. C'est la seule forme de vie que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est à partir d'elle que nous devons nous efforcer d'imaginer d'autres formes de vie reposant sur d'autres organisations biologiques et chimiques. C'est un point sur lequel Russes et Américains sont bien d'accord. Mais il aura fallu attendre 30 ans pour que Stanley Miller vérifie la théorie d'Alexandre Oparin. Tout le monde s'accorde à penser que la vie est un phénomène chimique, très compliqué sans doute, mais néanmoins chimique. Quelles étaient les conditions de la vie sur Terre au commencement? On admet généralement que l'atmosphère de la Terre était très différente de celle d'aujourd'hui. C'était ce que nous appelons l'atmosphère réductrice. Le carbone, au lieu de se trouver à l'état de gaz carbonique, se trouvait sous forme de méthane et l'azote sous forme d'ammoniac. Il n'y avait pas non plus d'oxygène, mais de l'eau et un peu d'hydrogène. C'était donc une atmosphère très différente de la nôtre et en quelque sorte l'atmosphère qui règne aujourd'hui sur Jupiter. Voilà donc, pense-t-on généralement, ce qu'était la composition de l'atmosphère primitive. Et dans ces conditions, la vie a soudainement jailli. Oh, cela n'a pas été aussi soudain. Les théories et les expériences ont montré que dans cette atmosphère réduite, se sont formés des composés organiques, des acides aminés qui ont réagi entre eux pour aboutir à des formes de plus en plus complexes et finalement capables de se reproduire. Ce furent les premiers organismes vivants. Et vous-même avez réalisé cette synthèse des acides aminés. Oui, en 1953, nous avons démontré qu'il était possible d'obtenir facilement des acides aminés en provoquant des décharges électriques dans une atmosphère réduite de méthane et d'ammoniac. Les acides aminés ainsi obtenus sont très proches de ceux qui transportent la vie. Ainsi, ce qui semblait être une synthèse très difficile s'est avéré une expérience simple. Ainsi, le pont était jeté entre la chimie minérale et la chimie organique, entre la matière inerte et la matière vivante. Les expériences de soupe primitive de Stanley Miller sont aujourd'hui vérifiées sans cesse par le professeur Cyril Ponamperouma de l'Université de Maryland, qui partage la passion du professeur Oparin pour le problème des origines de la vie. Pour étudier les origines de la vie, nous considérons la Terre comme un endroit de l'univers où la vie est apparue comme le résultat d'un processus d'évolution
Et nous tâchons de découvrir ce qui a pu se passer il y a 4 milliards et demi d'années. Nous cherchons à savoir quelles étaient alors les forces d'énergie, les matières premières, et s'il est possible de trouver dans ces conditions des molécules nécessaires à la vie. Vous avez deux approches du problème, je crois. Oui, et laissez-moi vous montrer ce que nous faisons. Il y a quelques dates dont nous sommes sûrs. L'âge de la Terre, autour de 4 milliards et demi d'années. La plus vieille trace de vie découverte par le professeur Barncorn d'Harvard, environ 3 milliards et demi d'années. Donc la vie est apparue quelque part entre ces deux dates. L'évolution des formes a abouti à l'homme il y a 2 millions d'années. Nous parlons en millions maintenant. Si l'on remonte dans le temps, la formation du système solaire, il y a 5 milliards d'années. Et l'univers, quelque part par là, il y a plus de 10 milliards d'années. Dans une approche synthétique, on essaie de découvrir ce qui s'est passé entre la formation de la Terre et l'apparition de la vie. Ici, nous essayons de recréer ce qui a dû se passer il y a 4 milliards et demi d'années. Nous avons un ballon qui représente l'atmosphère et un autre ballon qui représente l'océan. Des réactions ont lieu dans l'atmosphère. Vous voyez, ici nous envoyons des décharges électriques dans une atmosphère primitive. Et nous récoltons les composés organiques qui se sont formés dans le ballon qui représente l'océan. Cet appareil simule donc véritablement l'atmosphère primitive de la Terre. C'est une partie de notre étude synthétique. Et alors ensuite, vous analysez les composés. Oui, la matière organique qui s'est formée va ensuite être soumise à l'analyse par un chromatographe de gaz combiné avec un spectrographe de masse ou par un analyseur d'acides aminés. Et dans une approche analytique, nous remontons dans le temps en étudiant des roches de différentes époques. Malheureusement, nous ne pouvons pas remonter plus loin que 3 milliards et demi d'années. Les plus vieilles roches examinées en laboratoire, j'en ai ici un spécimen, ont juste 3 milliards et demi d'années. Et le professeur Barncorn a trouvé dans ces roches des microfossiles qui nous apprennent que la vie existait déjà il y a 3 milliards et demi d'années. J'ai ici peut-être l'une des plus vieilles roches de la Terre, 3 milliards 980 millions, presque 4 milliards d'années. Elle m'a été envoyée par le professeur Sylvester Bradley de l'université de Leicester, en Angleterre. Elle contient des matières carbonées que nous sommes en train d'analyser. Et voici mon ami Snoopy. Je suis chargé de diriger le programme d'analyse lunaire, et le jour où les astronautes d'Apollo 11 se sont posés sur la Lune, ma fille, qui a 10 ans, m'a fait ce cadeau, que je conserve comme une mascotte, en espérant qu'elle me portera chance. Alors pour avoir des renseignements au-delà de 3 milliards et demi d'années, nous analysons des météorites et des échantillons lunaires à la recherche des traces de vie. Ce sont donc nos deux approches. L'approche synthétique où nous essayons de fabriquer les molécules et l'approche analytique où nous remontons dans le temps. Et alors, qu'avez-vous trouvé dans les météorites? Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a 1 an et demi, nous avons découvert pour la première fois dans la météorite Murchison, vous en avez un échantillon ici,
des acides aminés. Et nous sommes absolument sûrs que ces acides aminés n'ont pu se former que par le processus que nous simulons en laboratoire. Donc, pour la première fois, les scientifiques se sont rencontrés dans ces deux approches. Et cela nous stimule. De plus, des radioastronomes ont mis en évidence récemment, dans l'espace interstellaire, des molécules d'acide cyanhydrique, d'oxyde de carbone, d'ammoniac. La conclusion que nous pouvons en tirer est que l'apparition de la vie est probablement un processus universel et avec suffisamment de temps, ce qui s'est passé sur Terre a très bien pu se passer ailleurs. Donc la vie ne serait pas due à un accident. Non, je ne pense pas. Elle s'est développée par étapes imprévisibles, mais je crois même qu'avec suffisamment de temps et dans des conditions favorables, l'imprévisible devient prévisible. Et cela a dû se passer un grand nombre de fois. Si la vie n'est pas un accident, est-il possible de retrouver ailleurs le même foisonnement de formes que sur la Terre? En fait, il est intéressant de s'en référer à la Terre. Supposons que nous ayons un vaisseau spatial comme Mariner 9 en orbite autour de la Terre et supposons qu'il y ait à bord des caméras braquées sur la Terre. Croyez-vous que nous pourrions détecter la vie sur Terre? Et la réponse est sans doute négative. Et le serait même avec un engin plus perfectionné. Et la raison en est que nous n'avons pas suffisamment transformé la surface de la Terre pour qu'on puisse nous détecter avec des caméras ou des instruments de ce genre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un véhicule spatial atterrisse et envoie des informations. Mais cela n'a pas encore eu lieu. La sonde soviétique, Mars 3, a été un échec. Mais je pense que dans les années à venir, avec les tentatives soviétiques et américaines, nous aurons pour la première fois sur Mars des instruments qui sur Terre pourraient détecter la vie. Donc, premier point, la détection de la vie est plutôt difficile. Second point, notre chauvinisme. Il y a plusieurs formes de chauvinisme. À propos de l'oxygène, par exemple. S'il n'y a pas d'oxygène sur une autre planète, je ne peux pas y respirer. Donc la vie y est impossible. Mais cela signifie seulement que pour moi, la vie y est impossible. Sur Terre, il y a des organismes parfaitement heureux en absence d'oxygène. Il y a même, en fait, des organismes tués par l'oxygène. L'oxygène est un poison, fondamentalement. Donc l'absence d'oxygène sur certaines planètes n'y exclut pas la vie. Et de même, nous avons tendance à manquer d'imagination lorsqu'il s'agit de température ou de composition d'atmosphère, etc. Par exemple, la planète Jupiter est généralement considérée comme inintéressante pour l'exobiologie. On dit qu'un être humain transporté sur Jupiter serait asphyxié par le méthane et l'ammoniac de l'atmosphère, qu'il mourrait de froid, qu'il serait écrasé par la pesanteur. Tout cela s'avère complètement faux. L'atmosphère de Jupiter ressemble à l'atmosphère terrestre aux origines. Et ces gaz, le méthane et l'ammoniac, favorisent l'éclosion de la vie. Les températures de Jupiter sont basses. Mais dans les nuages, comme sur la Terre, si l'on s'enfonce dans l'atmosphère de Jupiter, on y trouve des températures comme dans cette pièce. Et la pesanteur n'y est pas beaucoup plus élevée. Donc, en d'autres termes, il existe sous les nuages de Jupiter un endroit où les conditions sont excellentes pour la vie. Je ne dis pas qu'il y a de la vie, mais tout simplement que c'est une erreur d'écarter les possibilités de vie sur d'autres planètes sans avoir mûrement réfléchi au problème. Pour l'instant, nous n'avons pas de plan immédiat pour étudier Jupiter sous les nuages. La planète que nous sommes en train d'étudier minutieusement est Mars. Et Mars a un environnement
qui n'exclut certainement pas la vie. Il y a une atmosphère, il y a de la lumière, il y a de l'eau, il y a les conditions pour la vie à un certain niveau même que nous ne saurions envisager. Je ne dis pas qu'il y a de la vie sur Mars. Il n'y a aucune preuve en ce sens. Mais il n'y a aucune preuve contraire. Et ce qui est remarquable, c'est que dans les quelques années à venir, nous allons pouvoir examiner ce problème avec toute la rigueur scientifique. Mars est couverte de canaux, comme ceci, avec des sortes de ramifications où l'on ne peut voir que des lits de rivières affluentes. Or, il ne peut y avoir d'eau liquide sur Mars aujourd'hui, car la pression atmosphérique y est trop faible. De même que sur la Terre, on ne peut avoir de gaz carbonique à l'état liquide parce que la pression y est trop faible. Et pourtant, nous avons des traces d'eau liquide sur la planète, ce qui signifie qu'un jour, il a dû y avoir une pression atmosphérique plus élevée. Donc, Mars a dû connaître dans le passé les conditions que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Nous examinons peut-être Mars à une période non caractéristique de son histoire. Il se peut que Mars se trouve aujourd'hui dans une vaste période glaciaire avec une grande partie de son atmosphère concentrée sous forme de glace dans les calottes polaires. Et il se peut qu'un jour, dans 10 000 ans peut-être, cette atmosphère soit libérée par les calottes polaires. Et qu'en est-il de Vénus? La surface de Vénus se trouve à des températures de l'ordre de 450 degrés centigrades. C'est très chaud, et tellement chaud que la plupart des molécules organiques sont instables et éclatent. Donc les conditions à la surface de Vénus ne semblent pas être très clémentes pour la vie. Mais il en va autrement dans les nuages de Vénus, où la température est la même que dans cette pièce, où la pression atmosphérique est la même aussi, où il y a de l'eau, de la lumière, de l'oxyde de carbone, où un être humain muni d'un masque à oxygène pourrait très facilement survivre. Donc il y a des chances de trouver de la vie dans les nuages de Vénus. Cela dépend entièrement du passé de Vénus, dont nous ne connaissons presque rien. Mais cela n'exclut pas la vie. Est-il possible de transformer les conditions de Mars ou de Vénus pour rendre ces planètes habitables par l'homme? C'est certainement une idée très intéressante. Mais on pourrait commencer par se poser la question, est-il possible de transformer la Terre pour la rendre habitable par les hommes? C'est même un problème beaucoup plus immédiat. Mais certainement l'idée est intéressante et certains d'entre nous ont fait quelques suggestions. Par exemple, dans le cas de Mars, si nous pouvions libérer l'atmosphère concentrée dans les calottes glaciaires des pôles, nous pourrions la rendre beaucoup plus vivable pour nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais ce serait encore une démarche narcissique. Il y a beaucoup d'organismes qui pourraient très bien vivre sur Mars aujourd'hui. Pour Vénus, c'est plus compliqué. Il serait encore plus facile de rendre la Terre habitable par les hommes. Dans le cas de Vénus, nous pourrions envisager d'ensemencer les nuages avec des graines microscopiques qui, par photosynthèse, absorberaient le gaz carbonique et rejetteraient de l'oxygène, ce qui aurait pour effet de diminuer la pression et la température de surface et de rendre l'atmosphère plus respirable. Mais ceci n'est qu'une spéculation. Il n'y a pas eu d'expérience en ce sens et il est beaucoup trop tôt pour envisager sérieusement de transformer l'environnement de Vénus.
Peut-être dans 50 ou 100 ans, on pourrait envisager la chose sérieusement. À propos, ce ne serait pas une solution à notre problème de surpopulation. Il naît chaque jour des centaines de milliers de personnes sur Terre, et l'on imagine mal comment on pourrait envoyer dans l'espace des centaines de milliers de personnes chaque jour. C'est ici que nous devons trouver une solution à notre problème de surpopulation. Non. La Terre ne peut pas être unique en son genre. L'univers est si riche qu'il serait tout simplement ridicule de croire qu'une planète comme la nôtre est unique. Vous savez, nous avons eu pas mal de temps pour nous développer depuis la formation géologique de notre planète. Il doit y avoir beaucoup de systèmes semblables aux nôtres dans notre galaxie et même dans les autres galaxies. Il y a aussi quelques chances pour que les planètes soient beaucoup plus évoluées que la nôtre et qu'elles aient eu suffisamment de temps pour développer une vie absolument similaire. Mais combien de terres pourrions-nous trouver dans l'espace ? Il est difficile de répondre à cette question parce que nous n'en savons pas encore assez sur l'évolution des planètes autour des étoiles. Nous n'avons que peu d'informations à ce sujet. Il est absolument impossible de donner un nombre exact. Mais il doit certainement y avoir peut-être des milliers ou même des millions de terres dans notre galaxie. Il y a un nombre incalculable d'étoiles dans notre galaxie, peut-être 200 milliards. Et il y a des milliards d'autres galaxies. Donc il semble à peu près certain qu'il y ait d'autres civilisations. Mais nous n'en savons rien. Tout ceci n'est qu'une spéculation. Je pense que, là encore, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. L'homme est l'aboutissement d'une évolution de 4,5 milliards d'années. Cela a nécessité beaucoup de tentatives, de faux pas, d'accidents pour arriver à ce que nous sommes. Si l'expérience devait se reproduire sur Terre, dans les mêmes conditions, il est peu probable qu'elle aboutisse à un être organisé comme l'être humain. Vous pensez que l'homme est le résultat d'un accident? Oui, non, une série d'accidents. Vous savez, il existe des jeux où l'on introduit une balle en haut. Et cette balle, en tombant, rencontre différents obstacles avant de ressortir dans le bas. Si l'on introduit 2 balles au même endroit, elles ne ressortiront jamais au même endroit. Elles suivent des chemins différents. Et maintenant, songez que tout au long de l'évolution de la vie, il s'est trouvé des milliards d'obstacles, et que par conséquent, si le phénomène se produit 2 fois, il n'aboutira jamais au même résultat. C'est pourquoi je pense qu'il existe quelque part des êtres plus intelligents que nous, plus évolués, possédant une technologie plus avancée que la nôtre. Mais je ne crois pas qu'il existe des êtres humains. Je crois qu'il existe des êtres beaucoup plus évolués parce qu'il existe des systèmes planétaires plus vieux que le nôtre et parce que la vie a dû y apparaître et évoluer dans beaucoup de ces systèmes. Mais tout ceci, encore une fois, n'est qu'une pure spéculation. Nous avons besoin de faire des expériences. Les expériences faites en laboratoire semblent prouver que les éléments de l'univers étant les mêmes, la chimie doit être tout à fait semblable et la vie doit raisonnablement s'être développée de la même manière. Donc nous pourrions rencontrer des humanoïdes sur d'autres planètes. Absolument. Peut-être pas dans notre système solaire, mais si nous pouvions communiquer avec des intelligences quelque part dans l'univers, il est probable que nous rencontrerions des humanoïdes. Parce que l'évolution suit certaines règles. Et il y a tellement d'avantages pour l'homme à avoir 2 jambes, 2 yeux, à 1,80 m au-dessus du sol, etc.,
qu'il y a de fortes chances pour que l'évolution ait suivi le même chemin. Donc nous ne serions pas surpris si une vie intelligente s'était développée quelque part ailleurs de façon similaire à la nôtre. Je crois que maintenant la plupart des astronomes admettront que la vie est un phénomène répandu dans l'univers, la vie est un phénomène inéluctable dans l'univers, et si la vie est inéluctable, l'évolution de la pensée est aussi inéluctable. Une question intéressante qu'on peut se poser sur la base des développements actuels de l'informatique, c'est de savoir si la vie, au-delà de la pensée humaine, est une vie qui évolue ou si c'est une vie qui est construite. Et c'est une question à laquelle je ne suis pas personnellement qualifié pour répondre. Je pense que les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle seront certainement en meilleure position que moi-même pour répondre. Quand on voit l'évolution extrêmement rapide des méthodes d'informatique, quand on voit la symbiose qui est en train de se créer entre la puissance intellectuelle de l'homme et la puissance de mémoire, la puissance de processing, la puissance de traitement de l'information de la machine, c'est certainement une question qu'on doit se poser. Si notre propre société n'aura pas construit la société future avant que la nature ait eu le temps de l'évoluer. Je cherche ce que l'on peut faire avec les calculateurs et les ondes cérébrales et comment on peut établir une communication directe sans avoir à utiliser soit la parole ou soit l'action motrice, le contrôle des leviers ou des clés, des claviers. Vous travaillez donc sur les intelligences mécaniques aussi. Si vous voulez. En tout cas, on essaye d'intégrer l'intelligence naturelle avec l'intelligence artificielle et d'établir des connexions plus faciles entre les deux. On essaye d'accommoder les hommes et les machines, de les faire vivre en union plus étroite. On se dirige vers la civilisation mécanique, c'est ce que vous voulez dire ? Je crois que d'une façon ou d'une autre, c'est inévitable. À moins d'une révolution qui ramènerait les choses en arrière, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. Essentiellement, il poursuivre la question de voir si l'ordinateur peut simuler, c'est-à-dire peut faire lui-même les choses que habituellement on croit que seuls les hommes puissent faire. C'est-à-dire résoudre les problèmes que nous pensons demandent une certaine intelligence. De reconnaître dans une situation des analogues avec une situation antécédente. Par exemple, vous avez déjà vu, je crois, le bras automatique qui, relié à une caméra ou à un œil, reconnaît un certain terrain avec des objets et on peut lui donner une direction, une instruction. Veuillez m'arranger les objets dans ce terrain que vous voyez, une façon, disons, pour former une pyramide ou un tour. Et puis, on veut voir si on peut le faire. Il fait déjà empiler ces blocs. Quoi. Il obéit à la voix aussi ? Oui, il y a plusieurs années en arrière, on avait un programme ici avec un vocabulaire de quelques 500 mots, je crois. Mais évidemment, un vocabulaire assez restreint qui concernait les couleurs des blocs, des pyramides, des formes géométriques, qui pourraient reconnaître dans un monde artificiel, n'est-ce pas, c'est-à-dire un monde limité. On cherche aussi à écrire des programmes qui permettraient à l'ordinateur d'écrire lui-même ses propres programmes pour résoudre les problèmes qu'on lui donnerait. Voilà. C'est-à-dire qu'il pourrait lui-même, de par lui-même, reconnaître les essentiels d'un problème et écrire lui-même le programme qui lui permettrait de résoudre ce problème. Pensez-vous que ces civilisations extraterrestres, si elles existent, sont plus avancées que les nôtres ou est-ce qu'on peut même avancer une comparaison ? On peut tenter d'avancer une comparaison. La réponse dépendra
de savoir qui fera la découverte. C'est nous qui découvrirons au cours de nos explorations de l'espace, qui découvrirons des traces de civilisations extraterrestres, ou même qui entreront en contact avec ces civilisations, ou bien si ce sont ces civilisations qui nous rencontreront les premières. Je pense que les probabilités sont pour la seconde alternative, puisque l'univers a eu des milliards d'années pour développer des civilisations aussi avancées ou plus avancées que la nôtre, et que ces civilisations pourront très certainement voyager dans l'espace, puisque nous-mêmes nous le faisons au cours de nos premiers balbutiements. La question très importante qui se pose, c'est de savoir comment nous reconnaîtrons ces civilisations et comment nous pourrons communiquer avec elles. Et c'est dans ce contexte qu'il est important de se demander si l'évolution de la pensée au-delà de l'homme est une évolution artificielle ou naturelle. Il est possible que nous trouvions en contact non pas avec des êtres au sens de notre biologie, mais avec des intelligences artificielles, ou avec une symbiose d'êtres biologiques et d'êtres construits. Pensez-vous que le devenir de l'humanité soit une civilisation mécanique? Non. Il y a une très grande différence entre une machine et un cerveau. Le cerveau n'est pas une machine. Le cerveau est quelque chose d'autre. Le cerveau est d'une telle complexité dans l'agencement de ces milliards de neurones qu'il s'établit une qualité différente. La qualité de l'humain. Qu'est-ce que la qualité de l'humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Vous pourriez vous poser la question. Est-ce que le cerveau humain est le même que celui d'une grenouille ou d'un chat? Oui, les neurones principaux sont les mêmes. Et pourtant, il y a une grande différence entre un être humain et un chat ou une grenouille. Et la différence est encore plus grande avec les machines. Donc, je pense que ces superbes machines que nous fabriquons aujourd'hui, les ordinateurs, représentent une aide artificielle pour le cerveau. Peut-on fabriquer des muscles? Non. On fabrique des grues. Et les grues multiplieront par 100 ou par 1000 la force d'un muscle humain. Mais une grue n'est pas un muscle. C'est quelque chose de très différent. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est augmenter la puissance de l'homme grâce à l'aide artificielle des machines. Mais nous ne pouvons pas construire de cerveau humain. Peut-être pouvons-nous nous demander quelle est la limite de l'intelligence humaine. Je crois qu'elle est d'ordre biologique. De même que l'homme a besoin des ailes artificielles, les avions, pour voler, il a besoin dans certains cas d'ailes artificielles pour penser. Cela seul est possible. Et ce que je vois du futur de l'homme, c'est essayer d'établir cette corrélation entre sa propre intelligence naturelle et le produit de son intelligence, les machines. Humanoïde, intelligence biologique inimaginable ou intelligences artificielles, peu importe. Les hommes de la Terre ont fait le premier pas vers eux en mars 1970. Le vaisseau spatial Pioneer 10 emportait pour les êtres de l'espace un message de paix gravé sur une plaque d'or. Pioneer 10 est le premier véhicule spatial à quitter notre système solaire, le premier objet humain à quitter notre système planétaire. Et il nous a semblé approprié d'y apporter quelques indications du genre qui l'a envoyé, où nous vivons, en quel temps nous vivions. Mais je ne crois pas que ce message arrive un jour, parce que l'espace est trop vide. Pioneer 10 n'entrera probablement jamais dans le système planétaire d'une autre étoile. Je ne voudrais pas vous noyer dans les détails, je vous dirai simplement que nous avons indiqué ici la position et la période de 14 objets cosmiques, que l'on appelle pulsars. Et d'après la position et la période de ces objets, il est possible de déduire sur une période de 10 milliards d'années l'année exacte où ce véhicule a été envoyé.
Ce qui est absolument remarquable, c'est que nous avons la possibilité de les détecter. Nous avons maintenant de grands radiotélescopes, du genre de celui-ci, capables de détecter des civilisations à leurs signaux radio par-delà des distances incalculables. En fait, le grand radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, qui se trouve rattaché à l'université Cornell, a été tellement perfectionné qu'il pourrait, dans les quelques années à venir, entrer en communication avec un radiotélescope identique n'importe où dans notre galaxie. Il serait capable de communiquer avec une autre civilisation de notre niveau technologique n'importe où parmi les 200 milliards d'étoiles de la galaxie. Nous avons donc cette possibilité remarquable et nous ne l'utilisons absolument pas. Nous n'utilisons pas de radiotélescope de cette taille pour essayer de communiquer. Mais j'espère que bientôt, nous allons nous mettre sérieusement à l'écoute des signaux qui nous parviennent de l'espace. J'ai souvent plaisir à imaginer que d'ores et déjà, on pourrait très bien capter ces signaux artificiels si on savait où les chercher. Je crois que tout le problème est là. Nous n'avons pas fait un effort d'imagination suffisant pour savoir quelle forme de signaux, à quelle fréquence, sous quel procédé de codage ces signaux pourraient nous parvenir. Mais il est possible qu'avec déjà nos moyens technologiques actuels, on puisse parfaitement les recevoir. En effet, des considérations théoriques montrent que ce sont des ondes dont la longueur d'onde serait justement dans la gamme que le radiotélescope de Nancy est capable de recevoir. Donc il y a, si vous voulez, une probabilité que je ne pourrais pas chiffrer, mais il est raisonnable de penser à détecter des civilisations extraterrestres au moyen du radiotélescope de Nancy. Alors espérons-les. Espérons-les. Il m'est venu à l'esprit, et je ne suis pas le seul, que peut-être nous avions déjà reçu leur visite. Les objets volants non identifiés dont nous entendons parler pourraient bien appartenir à des êtres venus d'autres mondes. Des êtres qui, pour une raison quelconque, ne veulent pas établir un contact formel. Nous sommes en présence d'un grand mystère. Pourquoi ne veulent-ils pas établir le contact et se présenter? Sans doute ont-ils de bonnes raisons. Peut-être désirent-ils nous surveiller encore pendant quelque temps, ou essayer de nous influencer, ou tout autre motif. Mais quoi qu'il en soit, je me suis intéressé au problème parce que cela pourrait constituer une preuve de plus, peut-être la plus importante de toutes, en faveur de la vie extraterrestre. Donc, si nous sommes visités par des êtres intelligents venus d'autres mondes, il est possible d'imaginer que peut-être la vie sur Terre a été influencée ou apportée à l'origine par ces êtres intelligents. Les objets volants non identifiés sont-ils la manifestation d'une vie extraterrestre? C'est en tout cas un phénomène que nous devrions étudier de manière scientifique. J'ai passé 4 ans à passer en revue l'ensemble des dossiers d'objets volants non identifiés de l'armée de l'air américaine. Il est certain que les observations existent, que les observations sont faites par des témoins qui sont, dans la majorité des cas, dignes de foi. Il est aussi certain, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, qu'il y a une très grande proportion de cas qui sont dus à des identifications fausses d'objets naturels. Mais il existe un résidu de cas qu'on ne peut pas nier.